je lis souvent que les voitures sont devenues trop grosses, trop lourdes et trop chères. Bon, trop cher, ça l'a toujours été, je pense. Mais je voudrais nuancer un peu tout ça aujourd'hui. Je voulais juste revenir sur une très très bonne décision qu'a pris PSA dans les années 2010. Peugeot Citroën, jusqu'en 2010, s'était un peu égaré dans ses plateformes. On est passé d'une 306 assez compacte et légère à une 307 beaucoup plus haute et plus large, à la 308 de première génération encore plus haute et plus large, donc avec naturellement des moteurs qui devaient consommer plus ou étaient moins performants. Et on peut voir aussi cette fuite en avant entre la première et la deuxième génération du Picasso chez Citroën, où on avait la première génération de Picasso, la Xara Picasso, qui reprenait beaucoup de la 206 et qui était très légère, et la deuxième génération, la C4 Picasso, qui était vraiment quelque chose de très très encombrant, très lourd, beaucoup moins sobre. Avec ces exemples, c'était assez frappant que l'augmentation en taille, en masse et la baisse en efficience des voitures, mais à partir de 2013, les véhicules de PSA, les véhicules moyens, sont arrivés sur une nouvelle plateforme qui s'appelle l'EMP2. Et c'était vraiment un coup de génie dans les années 2010 de PSA. C'est une plateforme qui a été présentée un petit peu après la MQB du groupe Volkswagen, donc des plateformes qui existent toujours aujourd'hui, dans des versions un peu plus évoluées. Là où Volkswagen voulait vraiment chercher d'avoir quelque chose de standard sur le plus de modèles possible, la démarche de Peugeot était quasiment la même, mais pas tout à fait, puisque eux voulaient vraiment quelque chose de très très efficient. Ils ont fait la part belle à l'aluminium, ils ont vraiment voulu avoir une plateforme qui soit très efficiente au niveau de l'encombrement de la voiture qui reposera dessus. Et ça, c'est tout à fait visible lorsqu'on voit la 308 de deuxième génération ou le C4 Picasso de deuxième génération, qui sont des voitures qui sont aussi, voire plus grandes à l'intérieur que les modèles qu'ils ou elles remplacent, tout en étant beaucoup plus compactes à l'extérieur. Notamment en ce qui concerne le porte-à-faux avant, qui était vraiment très important sur la plateforme précédente. Peugeot a vraiment mis les moyens pour avoir une plateforme très efficiente, très légère, tellement légère d'ailleurs que les voitures ont pu récupérer des motorisations moins puissantes qu'avant. Le C4 Picasso de deuxième génération a pu récupérer un moteur diesel 1,6 litre de 92 chevaux, donc une faible puissance, et qui était suffisante pour avoir un monospace diesel à prix abordable à ce moment-là, avec des performances tout à fait correctes. Là où sur la génération précédente, il fallait absolument avoir le modèle de 112 chevaux. Donc c'était une plateforme naturellement qui a permis ça, mais pas que, il y a eu d'autres décisions qui ont permis d'être plus efficients. Juste un exemple, les jantes des modèles qui reposent sur ces plateformes sont beaucoup plus plates et beaucoup plus pleines entre guillemets que les jantes qu'il y avait sur les modèles d'avant. Et ça aussi, ça permet d'être beaucoup plus efficient et d'avoir moins de perturbations aérodynamiques néfastes à l'efficience de la voiture. C'est une plateforme qui est tellement bien née, donc qu'elle existe toujours aujourd'hui sous les modèles de Stellantis de cette gamme-là. Stellantis a pu la modifier et la réemployer pour des modèles électriques sans trop de frais, j'ai envie de dire. Tout d'abord grâce à l'électrification des petits utilitaires que sont le Jumpy ou l'Expert, une électrification de cette plateforme qui a été faite sur ces utilitaires et qui va être pérennisée aussi sur la future génération du 3008 qui devrait arriver d'ici 2 ans. Et vu que ça marche bien et que la demande est là, et même très forte, les futurs 308 qui sortent bientôt, DS4 ou Astra, Opel Astra, vont disposer d'un modèle 100% électrique dans leur gamme d'ici 2-3 ans, grâce au travail fait sur cette plateforme dans sa version électrique. La 308 de troisième génération était à la base pas spécialement prévue pour une version 100% électrique, mais la plateforme, vu qu'elle est déjà très compacte, très légère et suffisamment performante en thermique, se prêtait assez bien à une conversion à l'électrique.
Pour apporter un dernier exemple à la qualité de cette plateforme, parlons du 3008 qui est vraiment un gros succès commercial. Et pour moi c'est normal parce que c'est vraiment une très bonne voiture dans l'absolu. On peut critiquer le fait que ce soit un SUV. Je pense que c'est une critique qui est légitime. Mais par rapport au 3008 qui remplace ou même au monospace C4 Picasso qu'il y avait avant, c'est une voiture qui est beaucoup plus légère. On est même plus léger que certaines berlines compactes tout à fait classiques. Beaucoup plus léger que le Tiguan de Volkswagen qui se vend beaucoup plus au niveau européen. Même sur un véhicule assez imposant comme peut l'être le 3008, on arrive à avoir une maîtrise de la masse de la voiture tout à fait significative. Je voulais prendre cet exemple aujourd'hui pour vous dire que voilà, les constructeurs, Peugeot dans l'exemple que j'ai cité, mais aussi tous les autres, et les équipementiers bien sûr derrière, ont bien sûr fait des efforts constants depuis tout le temps pour avoir des matériaux, des véhicules plus légers. Ce qui fait que les véhicules sont plus lourds. Ce qui sont plus lourds, c'est qu'on en demande plus à chaque nouvelle génération d'un modèle. Si on prend la Golf par exemple, la Golf 8 va être plus grosse que la Golf 3, il y aura beaucoup plus d'équipement, même que la Golf 4. Mais si on regarde une Polo par rapport à une Golf 4, c'est pas une voiture, c'est à peu près la même taille, mais finalement ce sera une voiture qui va être mieux équipée que la Golf 4, qui va être plus spacieuse que la Golf 4, qui va être plus sobre que la Golf 4, et qui va proposer vraiment tout un tas de prestations meilleures que ce que pouvait être une voiture d'un encombrement similaire 20 ans avant. Est-ce qu'on peut dire que les voitures s'alourdissent ? Je sais pas, dites-le moi dans les commentaires. Je pense en tout cas que c'était quelque chose qu'il fallait nuancer et qu'il fallait reconnaître les efforts qui ont été faits dans l'industrie pour alléger les voitures et les rendre plus efficientes. Je terminerai cette vidéo en rendant hommage à une marque japonaise, c'est Suzuki. Suzuki qui a su garder ses voitures d'un format assez compact, qui n'a pas cédé à la surenchère au niveau du volume des voitures et de l'équipement, qui se contente toujours de l'essentiel, de quelque chose de fiable et sobre. Et ils arrivent à avoir maintenant des voitures extrêmement légères. Si vous prenez la Swift, on est 150-200 kg de moins qu'une voiture équivalente chez les constructeurs européens. Il fallait quand même rendre hommage aux premiers de la classe. Alors, la question que je vous poserai aujourd'hui, si vous voulez bien me répondre en commentaire, c'est est-ce que lorsque vous avez changé de voiture, vous êtes descendu en catégorie ? Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça, je pense, ces 20 dernières années, qui, par exemple, dans les années 90, roulaient en Laguna, dans les années 2000, roulaient en Mégane, et qui maintenant vont rouler soit en Clio ou éventuellement en Capture. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est les prestations qu'on avait sur une Laguna dans les années 90 peuvent se retrouver sur une voiture beaucoup plus petite, sans être vraiment moins habitable en 2021. Alors dites-moi ça dans les commentaires. Comme d'habitude, je suis ravi de vous lire et de discuter avec vous. Je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt.